Où et comment investir quand on a 30 ans? Vous vous posez des questions sur votre patrimoine? Comment le constituer, le faire croître, le gérer ou le transmettre? Le particulier et ses experts vous écoutent et vous conseillent en toute indépendance. Votre patrimoine à la loupe, un podcast imaginé par le particulier. Je suis Pauline Janicot, journaliste au particulier, et dans ce nouvel épisode, je vais vous parler de Mathilde et Renaud. Ces trentenaires ont quitté Paris il y a quelques années pour s'installer en Vendée. Ils ont une fille, Lily, âgée de 2 ans. Mathilde est cadre dans le secteur commercial et Renaud travaille dans une agence immobilière. Ils ont récemment acheté leur résidence principale, une maison de 80 mètres carrés qu'ils ont entièrement rénovée. Pour cela, ils se sont endettés, mais ils ont encore une petite capacité d'épargne. Pour construire leur patrimoine, ils envisagent de faire d'autres investissements, en veillant bien sûr à ne pas trop alourdir leur fiscalité, ni trop se serrer la ceinture. Alors comment s'y prendre? Vers quels placements peuvent-ils se tourner? Pour répondre à ces questions, je reçois Valérie Benz, responsable des études patrimoniales à l'Union financière de France. Bonjour Valérie Benz. Bonjour Pauline. Alors, avant de se pencher sur les placements à privilégier pour Mathilde et Renaud, j'ai une question préalable. Acheter sa résidence principale, c'est bien la première chose à faire quand on veut se constituer son patrimoine? Oui, c'est toujours une très bonne idée, sous condition comme toujours que notre jeune couple ait la volonté de s'installer sur la durée. Et manifestement, c'est le cas de Mathilde et Renaud. Ouais. Alors, c'est une excellente façon de se constituer du patrimoine et vous verrez aussi de se protéger. Alors, pourquoi de se constituer du patrimoine? Tout simplement parce que dès qu'ils vont avoir fini de rembourser leur résidence principale, eh bien, ils vont dégager de la capacité d'épargne qu'ils vont pouvoir consacrer à d'autres projets. Et puis, ils n'auront plus cette charge. Ouais. Ni aujourd'hui, ni demain. Donc, le patrimoine sera acquis, ils auront un toit sur la tête et ils auront d'autres capacités pour, en effet, remplir d'autres projets. Alors, ensuite, se protéger. On oublie souvent que l'emprunt est assorti de garanties d'essai. Et que malheureusement, si à un moment ils ont un accident de la vie, un peu long, ou complexe, eh bien, l'emprunt sera payé par l'assureur. Donc, par l'assurance emprunteur, c'est ça? C'est ça, par l'assurance emprunteur. Donc, du coup, ils n'auront plus cette charge non plus. Et malheureusement, quand on a des soucis de santé, les revenus sont pas toujours complétés par l'employeur. Si ça dure un peu, on peut voir ses revenus baisser. Et donc là aussi, c'est un réel atout puisqu'ils n'auront plus cette charge à payer. Mathilde et Renaud, ils détiennent des liquidités sur leur livret réglementé, comme un livret A par exemple. Cette épargne de précaution, elle est indispensable et à quelle hauteur? Quel doit être son montant? Alors oui, il faut absolument avoir de l'épargne de précaution, que vous soyez d'ailleurs locataire ou propriétaire. Vous n'êtes jamais à l'abri d'une dépense imprévue pour devoir faire face à momentanément un coup dur. Donc, ou des travaux, ou un coup dur. Dans le cas, en effet, de Mathilde et Renaud, eux, en plus, ils viennent d'acquérir leur résidence principale. Là aussi, vous pouvez avoir quelques travaux. Là aussi, vous pouvez avoir des dépenses imprévues. Et c'est bien d'avoir un peu d'argent devant soi. Alors, vous allez me dire, oui, mais combien? Bah oui, bien évidemment. Alors, nous, on estime qu'il faut avoir l'équivalent de 3 mois de dépenses devant soi, de charges. Alors, comment ça se calcule? Vous faites la somme de toutes vos charges, toutes vos charges, pardon. Donc, l'emprunt, l'électricité, vos charges courantes. Tout ce qu'on dépense. Voilà. Tout ce que vous n'épargnez pas, finalement. Et puis, vous multipliez par 3. Et vous mettez ça sur votre livret. Alors, soit vous avez les fonds aujourd'hui, soit vous faites une épargne régulière et vous mettez ça sur un livret A ou sur un LDD. C'est simple. Si vous en avez besoin, vous allez pouvoir en disposer immédiatement. Et en plus, ce n'est pas imposable. Épargner quand on a 30 ans, c'est pas toujours simple. Pas toujours évident. Quelles questions il faut se poser au préalable? Alors, la première question pour déterminer un placement, c'est de le rattacher à un objectif. On met pas de l'argent de côté pour rien. Donc un objectif précis. Est-ce que vous voulez acquérir une résidence secondaire ou votre résidence principale, si vous n'êtes pas dans le cas de Renaud et Mathilde? Éventuellement, dans leur cas, ils vont peut-être avoir l'objectif de financer des études pour Lily. Et puis, un petit peu plus longtemps, et dans quelques temps, éventuellement, de préparer leur retraite. Donc, on rattache les choses à un objectif. L'objectif est extrêmement important parce que, d'une part, il va nous permettre d'associer une durée de placement. Ce qu'on appelle l'échéance. L'échéance, tout à fait l'échéance. C'est-à-dire, prenons l'exemple des études de Lily.
Elle a, je crois, quelques années. Dans une quinzaine d'années, elle peut faire des études coûteuses. Ouais. On peut souhaiter mettre 20, 30 000, 40 000 euros de côté. On sait qu'on a 15 ans devant nous. Ouais. Et plus on a du temps, a priori, plus on peut mettre de côté. Alors, plus on a du temps, bien évidemment, plus on peut se constituer un capital important, mais c'est surtout qu'on va pouvoir aussi définir une allocation d'actifs un peu différente. Ouais, prendre plus de risques, c'est quoi l'allocation d'actifs? Alors, l'allocation d'actifs, c'est assez simple, c'est le choix des supports que vous allez mettre, des fonds que vous allez choisir et que vous allez mettre dans l'enveloppe, enfin, dans votre placement. Ouais. Ok? Donc, on peut être extrêmement prudent. Et donc là, on prend aucun risque. Et on fait souvent ça quand la durée est courte, puisqu'on peut pas se permettre de prendre des risques et de perdre de l'argent, surtout sur un objectif comme celui-ci, si on était à 2-3 ans des études de Lily, du moment où on va en avoir besoin. Ou inversement, on peut avoir beaucoup de temps et là, on peut se permettre de prendre un peu plus de risques. Et dans l'allocation d'actifs, on va aller choisir des fonds, certes un peu plus risqués. Comme des actions, par exemple. Voilà, par exemple, des actions, mais qui, en revanche, sur la durée, peuvent générer beaucoup plus de performance. Comment est-ce qu'on peut lisser ce risque concrètement quand on a un peu de temps devant nous? Alors, moi, je trouve que l'idéal, c'est de faire des versements réguliers. Pourquoi? Parce que vous allez, sur 10 ou 15 ans, forcément qu'on va avoir des moments de hausse et de baisse. Donc, vous allez pouvoir aussi bien, vous allez investir à la baisse, certes à la hausse, mais aussi à la baisse. Ouais. Et au moment où vous allez investir à la baisse, vous allez avoir du temps devant vous et vous allez aller chercher les plus-values latentes qui sont liées à la performance sur la durée de votre placement, puisqu'à un moment, les marchés vont remonter. Ouais. Donc, réellement, c'est une bonne façon de vous constituer sur la durée du patrimoine et c'est une excellente façon de lisser votre risque. Mathilde et Renaud, ils ont l'idée d'acheter un autre bien qu'ils pourraient louer. Est-ce que là, dans leur situation, c'est une bonne idée? Alors, c'est toujours une bonne idée que d'envisager des investissements immobiliers. Surtout si vous avez une réelle motivation pour ça. Alors, le tout, c'est que là, dans leur cas, il va falloir faire quand même attention à leur taux d'endettement. Oui. Puisqu'ils viennent d'acquérir. Ils viennent d'acheter. Voilà. Ouais. Et puis, ensuite, j'ai un petit souci de diversification. Ouais. Un patrimoine bien géré, c'est un patrimoine diversifié. Ils ont déjà de l'immobilier au regard de leur résidence principale. Pourquoi pas se diriger plutôt vers des marchés financiers? Ouais. Alors, par quel type de placement? Alors, dans leur cas, pas d'hésitation, j'irai vers l'assurance vie. Ouais. D'abord, il est possible d'en détenir autant que vous voulez. Vous n'êtes pas plafonné. Il n'y a pas d'âge minimum. Il n'y a pas d'âge minimum, pas d'âge maximum. Ça reste disponible. Si un jour vous en avez finalement besoin, que vos objectifs évoluent, vous pourrez en disposer librement. Ça, c'est important. Et puis, un même contrat peut répondre à plusieurs objectifs. Au sein de votre enveloppe, de votre contrat d'assurance vie, si vous avez un objectif dans 2-3 ans, vous allez prendre des fonds peu risqués. Ouais. Alors, c'est souvent ce qu'on appelle les fonds en euros. Par exemple, ouais. Et puis, si vous avez un objectif à 15-20 ans, là, vous allez pouvoir, comme on l'a dit précédemment, vous diriger vers des fonds un peu plus performants, qu'on appelle des unités de compte, et dans lesquels vous allez pouvoir choisir. Alors, des actions, des obligations. Ouais. Vous allez faire des choix aussi, pourquoi pas géographiques, des secteurs d'activité. Bref, vous allez avoir toute une panoplie à votre disposition. Les retraits, si on veut retirer de l'argent? Ah, ça, c'est une bonne question. Alors, là aussi, l'assurance vie a quand même de gros avantages fiscaux. Pourquoi? Parce que quand vous retirez, vous n'êtes pas à imposer tous les ans, sauf sur la part des fonds en euros où on va vous prendre les prélèvements sociaux. Mais finalement, les plus-values restent dans votre contrat. Tant que vous ne faites pas de retrait, vous n'êtes pas imposable. Le jour où vous faites un retrait, on va vous imposer que sur la base des plus-values générées par votre retrait, et non pas sur toutes les plus-values du contrat. Et ça, c'est avantageux. Donc ça reste très avantageux, sachant qu'en plus, si votre contrat a plus de 8 ans, sur ces fameuses plus-values, vous avez le droit à un abattement. Ouais. Dans le cas de Renaud et Mathilde, ils vont avoir un abattement de 9 200 €, ce qui est quand même important. Ouais. Et si jamais vous êtes célibataire, c'est la moitié, c'est-à-dire 4 600. Alors, ces contrats ont l'air magiques, mais ils ont beaucoup de frais. Comment les choisir pour éviter d'être trop chargés en frais? Alors, 2 cas de figure. Soit vous avez une vraie compétence, soit vous avez du goût pour la finance, et donc vous avez à votre disposition différents contrats. Et Internet vous rendra service. Il faut chercher, vous allez pouvoir en effet trouver une offre peu chargée. Ouais. Ok. Soit c'est pas votre tasse de thé,
et vous avez vraiment besoin d'un professionnel, notamment sur la durée pour arbitrer entre les fonds, alors, j'imagine. pour arbitrer, et puis aussi pour revoir vos objectifs régulièrement et réadapter le choix de vos placements. D'accord. Et là, à partir du moment où on fait appel à un professionnel, c'est un peu plus chargé. C'est un peu plus chargé. On parle aussi beaucoup du plan d'épargne retraite, le PER. Est-ce que ce serait intéressant pour notre couple, là, pour Mathilde et Renaud, alors qu'ils sont quand même très jeunes? Alors, j'ai envie de vous dire que plus vous commencez jeune, mieux c'est. Oui. Ben oui, parce que ils vont pouvoir progressivement se constituer un capital. Chaque versement sera déductible de leur revenu imposable. Ouais, donc par exemple... Alors, prenons un exemple. Si leur tranche marginale d'imposition est à 30%, eh bien, 30% du versement... déductible. Non. La totalité du versement sera déductible, mais 30% du versement générera une économie d'impôt. Ce qui est intéressant. Oui, imaginez qu'ils versent 200 € par mois, 2400 € par an. Ils vont donc récupérer une économie d'impôt de 720 €. Oui, c'est... Sauf que leurs avoirs seront bloqués jusqu'à l'âge de la retraite. Alors, deux choses, vous avez raison. D'une part, c'est bloqué jusqu'à l'âge de la retraite, sauf en cas d'accident de la vie ou d'acquisition de la résidence principale. Mais dans le cas de l'acquisition de la résidence principale, s'ils récupèrent leur épargne, elle est totalement imposable. Pas seulement les plus-values, mais aussi les sommes versées. Donc oui, il faut faire attention, il ne faut pas en avoir besoin. L'idée, c'est d'où l'intérêt d'avoir des placements disponibles par ailleurs. Et différents. Voilà. Mais en effet, il faut absolument pas en avoir besoin, il faut laisser courir cette épargne. On l'a vu dans plusieurs études aussi, les trentenaires sont très friands de placements alternatifs, notamment les crypto-monnaies, qui sont assez risquées. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors pourquoi pas ? Pour Mathilde et Renaud, par exemple. Ah oui, pourquoi pas ? Alors, d'une part, faut être quand même très très vigilant. C'est extrêmement volatile, donc il faut être sûr de pas en avoir besoin. Déjà, j'ai envie de vous dire, ou tout au moins à court terme. Ouais. Ok. Et puis, le meilleur conseil, c'est que sur ce genre de placement, il en faut une part quand même très marginale. Très très marginale du patrimoine. Et Absolument. s'y connaître aussi, j'imagine. Voilà. Merci beaucoup Valérie Benz pour toutes ces réponses. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver votre patrimoine à la loupe sur Figaro Radio et toutes les plateformes de podcast.